Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la des critiques, si vous voyez le canard streamer là, ça veut dire que je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de l'ami Nicolas. Et ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu sur la chaîne. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Merci encore. Formidablement bien. Et merci aussi d'accepter cette invitation, alors que je sais que tu vas ralentir, voire maintenant, plus ou moins arrêter à terme les discussions cinéma sur des autres cinéastes. Attention, hein, sur YouTube. Mais Nicolas, ici présent, est aussi un cinéaste. Et c'est très important parce que le film dont on va parler aujourd'hui et, par extension, son réalisateur font partie de tes inspirations, peut-être de ces personnalités du 7e art qui t'ont donné envie de franchir le pas. Kurosawa Kiyoshi, de son prénom, donc c'est l'autre Kurosawa, mais il n'y a pas d'autres Kurosawa. Il y a deux Kurosawa, ils sont tout aussi importants dans l'histoire du Japon, au cinéma, et nous allons évoquer ensemble Rétribution, sorti donc au Japon 2006, peut-être un peu plus tard en France. Toujours difficile. Certains films de Kurosawa ne sont jamais sortis en France d'ailleurs, hein, ou des téléfilms, c'est compliqué de les obtenir. En version originale, c'est Sakebi. Alors c'est joli parce que ça n'a rien à voir avec Rétribution, c'est le cri, enfin cri. Et le cri, on en parlera un moment parce qu'il y a des histoires de cris et pas que. Dans un film qui est une sorte, alors c'est vendu entre guillemets, hein, comme un thriller policier. Mais ben, c'est un peu comme Cure, hein, sur la base. Nous avons un détective, certes, qui est interprété alors par peut-être un des plus grands acteurs japonais en activité, et je pense que tu seras d'accord avec moi, monsieur Koji Yakusho. Alors, vous l'avez vu récemment dans Perfect Days, mais alors c'est un peu l'alter ego en tant qu'acteur de Kiyoshi Kurosawa. Il est là depuis Cure et il a fait peut-être 3/4 des films de Kurosawa depuis. On ne compte pas, mais il en a fait en tout cas énormément. On peut citer à ses côtés celle qui joue sa petite amie Harué, Manami Konishi, qui est aussi une chanteuse. Au Japon, on a beaucoup de chanteurs-acteurs mélangés. Tous les arts se mélangent facilement au Japon, y compris le théâtre, la peinture. Et il y a aussi Ryokase, qui, à mon avis, aussi avait fait d'autres films avec Kurosawa. Je me rappelle de sa présence ailleurs. Mais bon, peu importe à la rigueur les noms, on va aussi parler des sensations. Et donc de cette base de synopsis très vague, mais si vous connaissez l'œuvre de Kurosawa Kiyoshi, vous ne serez pas surpris. Un détective qui enquête sur une série de meurtres. C'est vrai que ça peut rappeler Cure un peu. Mais derrière, il va y avoir autre chose. Derrière ces meurtres, qui sont probablement reliés entre eux, il y a des histoires de fantômes. On est vague, mais chez Kurosawa, le fantôme est toujours là, qu'il soit hantise, qui soit aussi dans le fantôme d'une sorte de représentation de société japonaise, voire du passé, de la mémoire du Japon. Et on va se rendre compte que le détective Yoshoka, il va être très impliqué dans cette enquête. Ça va le dépasser même, hein, clairement. Lui qui vit plus ou moins seul, mais pas tout le temps seul. Il y a sa petite amie qui va et qui vient, qui s'en va et qui revient. C'est très étrange. Et une ambiance tokyoïte. Alors, il me semble que ça se passe à Tokyo. Enfin, je crois, j'ai un doute, mais je pense que ça se passe à Tokyo, comme beaucoup des films de Kurosawa, avec donc une ambiance urbaine parfois un peu étrange, une sorte de tremblement de terre, de temps en temps, on est près de la mer quand même, donc ça a aussi une importance, avec une ville qui est plus ou moins en reconstruction, même si c'est pas abouti, il y a une décharge, il y a des lieux très kurosawaïens, Kiyoshiens. Et forcément, derrière, ça va se dérouler en ambiance. C'est quelque chose de sensoriel, comme souvent hein, chez Kurosawa, mais peut-être que celui-ci, alors, excepté par exemple un charisme qui va encore au-delà de l'expérimentation, ou un vaine illusion que peu de gens ont pu voir, qui est carrément une expérience, selon moi. Ici, je pense que ces rétributions arrivent à point nommé post-Kairo, post-vaine illusion, post-charisme, avec une évolution tout en restant dans son cinéma. Et si je t'ai invité, c'est que je crois que tu aimes énormément ce Rétribution. Inutile de te demander si c'est ton préféré ou pas, parce que des préférés pour Kiyoshi Kurosawa, c'est hyper compliqué. C'est compliqué. Faire des classements, surtout de ce réalisateur-là, c'est encore plus dur peut-être que d'autres. De toute façon, oui. Voilà. Comme souvent d'ailleurs avec les grands metteurs en scène, il fait plus ou moins tout le temps le même film, mais différemment dans son univers. Et c'est ça qui est important. Mais du coup, déjà, comment l'as-tu découvert? Est-ce que ça a été un des premiers ou non? Et ton rapport par rapport à la filmographie globale de Kurosawa. On va commencer sans spoiler, mais attention, ils devront arriver très vite, je pense. Voilà, je préfère le préciser. Alors, c'est compliqué de classer, effectivement, hein, parce que actuellement, mon préféré, ce serait Tokyo Sonata, mais je ne sais pas trop, parce que ça change en fonction de ce que je revois. Bah oui. Mais Tokyo Sonata est un film assez immense, donc je ne sais pas.
je sais que en tout cas, il y en a au moins une dizaine qui font partie de mes films préférés, donc voilà. Mais pour Rétribution, j'ai découvert plus tardivement dans la filmographie de Kurosawa, bah, c'était l'année en fait, donc c'était en 2022. C'était l'année où je découvrais redécouvrais Kurosawa, c'est-à-dire que j'allais vers d'autres films que je n'avais pas encore vus. Euh, Notamment bah, en fait, je creusais plus sa filmographie, si tu veux. Parce que Kurosawa, ça fait longtemps que je connais, hein, que je connais son cinéma, que j'aime son cinéma. Je sais qu'en 2017, j'avais été assez frappé. Alors moi, c'était surtout les œuvres récentes que je connaissais bien, en fait. Parce que j'avais commencé, je me souviens, par Invasion. Je sais plus si c'était le premier ou si c'était Creepy. Mais en tout cas, il est clair et net que Kurosawa est un cinéaste qui m'intéressait beaucoup. Parce que c'est un cinéaste qui avait réussi à avoir une espèce de filmographie éclectique, tout en étant effectivement dans une optique de faire toujours le même film. Et pour autant, je crois qu'il a exploré tous les genres à peu près, hein. Il a fait même de la comédie musicale à un moment. Enfin, donc il y a un peu de tout. Et, et puis c'est un cinéaste avec qui j'ai un rapport assez fort, quoi, parce que comme tu disais, c'est un cinéaste qui a des inspirations très particulières, à la fois qui se sent proche d'un cinéma comme celui de Godard, de Tarkovsky, et pour autant qui aime profondément le cinéma de genre, enfin horrifique, plus précisément, pas de genre. Et donc c'est quelqu'un qui a une culture du genre horrifique très, très, très forte, hein. C'est quelqu'un qui est inspiré par To Be Hopper, pour Massacre à tronçonneuse, par d'autres cinéastes. C'est quelqu'un qui a un énorme respect pour les films qu'il défend. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est ce côté un peu, tu sais, hybride. Ces films sont hybrides, hein. De toute façon, moi, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu Invasion, ou en tout cas Creepy, je sais plus lequel était le premier, j'avais été marqué par cette impression de voir de voir des films des années 70, mais modernisés. C'est l'impression que j'ai à chaque fois avec lui. Et ça m'étonne pas parce qu'un de ses cinéastes préférés, c'est Richard Fleischer. Et Richard Fleischer, c'est un peu pour moi le Kurosawa de son époque, c'est-à-dire que euh, en fait, c'est un cinéaste justement qui avait une approche d'un cinéma un peu classique dans sa forme, pas forcément dans sa forme, dans sa manière de présenter quelque chose, ou en tout cas c'est même presque esthétique, et en même temps il arrivait à créer une approche très moderne, parce que quand on voit les films de Fleischer, on est assez surpris de voir des films aussi intelligents et aussi forts. Par exemple, 20 milieux sous les mers, c'est un film profondément daté, pour autant, enfin daté dans le sens de la fabrication, Certains effets, ouais. Mais ouais, oui, mais même dans la narration, ou je sais ouais. pas quoi. Je sais même pas trop comment expliquer parce que c'est compliqué, j'ai pas encore pris le temps de bien creuser. Mais en gros, il est daté d'une certaine façon. Et pourtant, pas du tout. Quand on creuse le film, quand on le prend dans la figure, il y a ce truc-là. Et ce que j'aime bien en fait chez Kurosawa, c'est que ces films sont datés, dans le sens où ils sont datés dans les années 2000. Enfin, chacun de ces films sont extrêmement datés. Et pourtant, ils sont complètement intemporels. C'est le paradoxe qu'il y a chez Kurosawa que j'aime beaucoup. Et, Un jeu, ouais. Un jeu avec le temps, de toute façon. Même dans la diégèse de ses films, parfois, il ouais. joue avec l'intemporalité, même s'il questionne aussi la modernité. On en parlait en off, mais le Japon d'après-guerre, évidemment, au sens large, hein. Mais c'est Ah clairement oui, cette obsession-là. Savoir ah comment le oui, Japon a survécu à un drame national ultime. Mais est-ce que le Japon survit vraiment? D'où aussi peut-être, je pense que c'est pour cela qu'il est très attiré par le film de fantôme. Alors, on connaît, hein, mm, le cinéma japonais qui est très... Les histoires de fantômes dans le cinéma japonais, ça date, hein. C'est pas que Ring, etc., même s'il y a une nouvelle vague, hein, grâce à Nakata. Et Kurosawa lui-même, hein, il faisait partie de cette vague-là. Je ne sais plus en tête le nom du réalisateur des Ju-On aussi, mais c'est oui, c'est Shimizu. D'ailleurs, il apparaît voilà. chez Shimizu en plus, hein. Ouais. En fait, il vient de l'école du Super 8 avec Mm. Shimizu, Et des Nakata. gens comme Tsukamoto ou même
ça fera plaisir à Romain, ou même quand il s'appelle Takashi Miike, oui, il faisait partie de cette école. Une grande famille. Voilà, tout à fait. Et ils ont tous cette obsession sur le Japon. Quel est l'état du Japon au sens large et l'état mental du Japon aussi. Pour ça que... C'est ça, exactement. C'est ça, et c'est là où c'est très particulier parce que Sakebi, dont on va parler, la Rétribution, c'est un film qui est à la fois dans l'approche du fantôme de l'école du Super 8, c'est-à-dire une approche très moderne où le fantôme fait partie littéralement du quotidien, où le fantôme est un phénomène urbain, presque. Et pourtant, il reprend le style classique du fantôme japonais, c'est-à-dire que c'est une dame habillée en rouge qui a vraiment une matérialisation du fantôme, c'est-à-dire que elle a une manière de bouger. C'est vraiment le seul fantôme chez Kurosawa qui bouge comme un fantôme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu te souviens dans un film comme Kairo, qui est son film le plus connu, avec Cure, les fantômes ne bougent pas comme des fantômes. Ils bougent d'une manière robotique. il y a une idée de spectral, mais un cyberspectral dans Kairo. Oui, mais même dans Séance ou dans d'autres de ces films d'horreur, avec des fantômes, le fantôme à chaque fois, d'ailleurs, le fantôme n'est pas toujours présent dans des films d'horreur chez Kurosawa, puisqu'il y a des gens qui littéralement deviennent des... Tu parlais de son film moins connu, là. Vaine Illusion. Vaine Illusion. Là. Il y a le fantôme déjà de Kairo, quoi. Il est déjà... Donc, ou de Séance, parce que Séance, c'est avant Kairo. Et ce qui est surprenant dans Sakebi, c'est qu'on revient à un fantôme plus traditionnel, en fait, dans sa manière de bouger, de se mouvoir. Oui, et tu as, par exemple, parce que j'ai préparé quelques images, alors, je crois que c'est l'une des premières apparitions. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on ne dit pas ce qui se passe, mais il apparaît dans un cauchemar, ce fantôme. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il joue sur ce code du horreur, cauchemar, etc. Mais après, c'est peut-être la seule apparition ultra mystique du fantôme. Après, même si il va y avoir un aspect très flottant, etc., c'est un fantôme qui va s'ancrer, qui va même posséder dans le quotidien notre personnage principal. Et pas que notre personnage principal, on y reviendra, parce qu'ils sont plusieurs personnages qui sont liés par des meurtres. Donc voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, cette première apparition-là, qui fait très... ça pourrait faire presque film d'horreur classique, en mode même peut-être grosse production, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais c'est pas dans la réalité, cette apparition. C'est ça qui est fort. Ouais, c'est une séquence assez impressionnante. D'ailleurs, c'est un... Voilà. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un film, en fait, où le fantôme n'apparaît pas de la même façon, même chez Kurosawa. Chez Kurosawa, le fantôme, il arrive de manière anti-spectaculaire. Il est là de manière... la seule face... en fait, le seul passage où il y a un petit peu d'effets spéciaux dans Kairo, par exemple, c'est la fin qui va avec l'apocalypse. Ou sinon, le moment où tu as le fantôme qui devient de la cendre, qui était d'ailleurs une évocation de la bombe. Et là, par contre, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, l'apparition, elle est... Bon, déjà, l'apparition du fantôme dans Sakebi, et c'est peut-être parce que ça vient de l'histoire en tant que telle, et plus il y a une malédiction. Oui. C'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on revient vraiment dans le classicisme du fantôme japonais, c'est-à-dire un fantôme victime, en fait. Pense à Ring, hein, pour les modernes, en tout cas. Exactement. Ou même les films de Takeshi Shimizu. Ju-On, The Grudge. Hein, si vous connaissez. Voilà, The Grudge. Et récemment, du coup, un film où joue Kurosawa, qui est... dont j'ai plus le nom, d'ailleurs, c'est terrible. C'est pas une histoire dans la forêt, là? Non, ça c'est pas Inanuki, c'en a un autre. Non, c'en a un autre qui est sorti, alors qui parle du cinéma, justement. D'accord. Parce que Shimizu, il aime bien jouer là-dessus dans ses films, et en tout cas replacer le mythe du fantôme dans le réel, dans l'urbain, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très proche de Kurosawa dans sa manière de faire. Et c'est Réincarnation, qui est un super film où Kurosawa apparaît dedans. Il est prof dedans. Parce qu'en fait, Kurosawa, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Kurosawa est prof de cinéma. Il enseigne le cinéma, il est prof même de cinéaste assez connu.
comme je sais plus le nom d'ailleurs de celui-là aussi, celui qui a fait Senses, qui a fait. Hamaguchi. Oui. Ah ouais. Mais dans la façon de dilater le temps et dans la narration, ça peut être un des élèves de Kiyoshi Kurosawa. Et oui, tout à fait. Oui, et Hamaguchi, bon, il y a plein de choses. Bon, je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas forcément le sujet, mais Hamaguchi a été élève donc de Kurosawa et il a eu pour projet scolaire avec Kurosawa de faire un remake de Solaris de Tarkovsky sans décor et muet, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a fait un remake de Solaris, mais plus du livre. Enfin, il y a une nouvelle adaptation. Et ce quelqu'un, c'est notre cher Nicolas, la planète cimetière. De toute façon, En fait, c'est un peu pour ça que j'en parle d'ailleurs, parce que. Et d'ailleurs, ça se sent. Enfin, ça fait partie de tes multiples bases de départ, je pense, pour la planète cimetière. Notamment cette idée. Mais il y avait Mémoire du désespoir aussi, pour ceux qui connaissent le cinéma de Nicolas. Dans Mémoire du désespoir, l'idée de se souvenir aussi de ceux qui ne sont plus là pour. Il y a une forme de hantise peut-être, et chercher peut-être à vaincre la hantise paradoxalement avec le souvenir, au-delà de l'oubli. Parce que peut-être qu'on est plus hanté par l'oubli que le souvenir parfois. Et on s'en rend compte. C'est justement ce que j'aime beaucoup dans Sakebi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait rien du tout au début. Il y a vraiment ce. On est précipité dans l'action. Le seul truc qu'on a au début, c'est un meurtre. Un meurtre, voilà, exactement. C'est ce meurtre-là qui est extraordinaire. Hein. Ah oui, stylistiquement, d'ailleurs, on a encore ces espaces un petit peu. Alors, c'est pas une plage, mais c'est une décharge. C'est vrai que c'est quelque chose à la Cure, hein, quelque part. Enfin, oui, tout à fait. Cette idée de meurtre qui reviendra, il y aura une autre personne, il y a d'autres personnes qui vont mourir pareil, noyées. Hein, et par d'autres personnes différentes. C'est ça, malédiction. C'est ça, possession, malédiction. Ouais. Et ça, c'est assez génial parce qu'en fait, ça a beaucoup de sens parce que bon, ça fait penser à Cure évidemment, mais comme souvent chez Kurosawa, l'être humain n'est pas forcément maître de ses actions. Il est pris par le mal en fait. Chose qu'il a faite récemment dans Chimé, son dernier moyen-métrage, où là, s'il est question d'un son qui pousse au meurtre, et là, il est question de. Alors, on ira dans un spoiler tout à l'heure, mais je vais essayer d'être vague, mais dans Rétribution, Sakebi, il est question quand même d'une contamination du meurtre de plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est assez génial parce que là, on ne voit pas la personne qui tue, mais on saura plus tard qui c'est. Ouais. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on a des personnages qui sont prisonniers d'une malédiction. C'est l'eau qui pousse à tuer à première vue. Ce serait les flaques d'eau. Et en fait, tout ça parce que, comme souvent chez Kurosawa, le souvenir est littéralement ce qui pousse ce personnage à agir. Les éléments du souvenir, les éléments de la. En fait, il y a toujours une mémoire explosée dans les films de Kurosawa qui fait qu'on est face à un mystère, on ne sait pas du tout si ce que l'on voit est vrai ou pas. Et ça vient avec un truc assez génial, qui est quelque chose de très fréquent chez Kurosawa, c'est le fait que la confrontation à l'horreur est frontale, en fait. Elle est toujours frontale. C'est-à-dire que d'abord, on voit ce que voit le personnage, et ensuite, on voit le résultat. Et il y a ce cas-là avec la fameuse séquence de la robe rouge, par exemple, qu'il prend pour le fantôme, qui n'est pas le fantôme. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans Cure, si tu te souviens bien, avec ce qu'il voit d'abord. Ensuite, on voit la photo derrière une espèce de drap, je crois, si je me souviens bien, ou un truc industriel en plastique, là, transparent, qui fait penser à une présence humaine. Et en fait, il n'y a rien, c'est juste une photo derrière. Et ça, c'est vraiment le truc de Kurosawa, c'est-à-dire de nous confronter à d'abord ce que perçoit le personnage. C'est frontal. Je crois que tu as ça dans Keiro aussi. Oui, tu as ça dans Keiro également aussi. Très souvent, tu as ça dans Keiro. Je crois que tu as ça dans Séance aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Dans tous ces films de fantômes, tu as ça à un moment, en fait. Vraiment. C'est vrai que l'idée de jouer aussi, alors l'iconisation de la femme en rouge qui va devenir le fantôme en rouge. Bon, évidemment, d'ailleurs, dans Séance que j'ai vu juste avant, c'était une petite fille en vert.
Il n'y a pas beaucoup de couleurs visuellement marquantes, hein, souvent dans Kurosawa. C'est assez terne, entre guillemets. Il choisit une sorte de... Ouais, pour représenter la routine un peu morne, la mélancolie et tout. Mais là, il fait ressortir... C'est comme d'ailleurs si, avec ce rouge-là, ce fantôme allait représenter le désir de vivre plus fort que les vivants. Hein. C'est vrai. Dans une certaine sens. C'est vrai qu'il y a une apparition... pour moi, le meilleur plan d'apparition depuis longtemps hein, que j'ai vu, c'est celui-ci. C'est extraordinaire. Le jeu, on ne le voit pas. Il y a un jeu d'éclairage ou de non-éclairage et tout. Koji Yakusho, donc le personnage qui joue le détective que vous voyez là, passe devant et derrière, ça s'éclaire petit à petit et cette révélation se fait sous nos yeux. Là, c'est un magnifique travail de photographie aussi d'une chef-op voilà, qui sera dans Tokyo Sonata. C'est la même chef opératrice que dans Tokyo Sonata. C'est extraordinaire cette apparition-là. Ouais. Et là, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est réel ou non. Même le personnage, je ne sais pas s'il est dans la réalité ou non à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Et je me souviens des mots d'un ami qui nous écoutera sûrement. Il se reconnaîtra, je ne vais pas dire son nom volontairement. Mais lorsque nous étions à Paris, qu'on était allé voir une restauration de Cure en présence de Kiyoshi, il m'avait dit, il n'avait jamais vu le film, il m'a dit je ne sais plus en fait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça en fait la force de Kurosawa, c'est qu'il a tellement su au fil des films, hein, parce que ça a été long, mais il a tellement su mettre en place ce processus de confusion entre l'image véritable et la fausse image. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'il met toujours sur le même plan le cauchemar et la réalité. Il n'y a pas vraiment de mise en scène du cauchemar chez Kurosawa. Il y a une mise en scène, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y a pas une mise en scène évidente du cauchemar. C'est-à-dire que le cauchemar est quelque chose qui fait partie de la vie et qui est ancré dans la vie véritable. Il n'y a pas de fictionnalisation du cauchemar. Et ça, il le fait très bien aussi, même quand il va à l'étranger et qu'il fait le secret de la chambre noire, où en fait, le fantôme se métamorphose, se fusionne avec, pas littéralement, métaphoriquement, fusionne avec une actrice. C'est-à-dire que l'actrice devient le fantôme aussi, parce qu'il y a la même couleur, il y a la même physique, il y a quelque chose qui est, en plus, c'est un fantôme photographique. Ça, c'est vraiment intéressant. Et qui est d'ailleurs Le secret de la chambre noire, qui est un des films les moins appréciés de Kurosawa. Moi, je trouve que c'est un film magnifique. J'avais pas trop aimé au premier visionnage. En fait, en y repensant, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Et en fait, c'est ça qui est très fort chez Kurosawa. C'est-à-dire que même le plan, par exemple, que tu viens de montrer avec le fantôme, on ne sait pas si ce qu'il voit est réel ou pas. On ne sait pas, parce qu'en fait, même la manière qu'il a de construire ce plan, on a l'impression que il est vraiment dans cette réalité-là et qu'en fait, il ne peut pas échapper à cette malédiction parce que la malédiction, elle a déjà pourri le quotidien. Et il y a un deuxième élément pour ça, c'est le son. Parce que bien sûr. Moi, c'est un truc qui m'a perturbé dans le film. C'est que, en fait, très souvent, la maison tremble. L'appartement tremble. Une sorte de micro-séisme, mais on ne sait pas. Mais moi, je pensais que c'était parce qu'ils étaient à côté d'une ligne ferroviaire. Ce qui aurait été parfait avec la modernité et tout, mais aussi bien. Mais c'est pas le cas. Aussi bien, c'est des ruptures entre cauchemar et réalité, ces moments-là aussi. Exactement. C'est ça. Il faudrait revoir. En fait, il faudrait réécouter le film. Mais j'ai envie de dire, c'est fou, hein. Le film qui peut s'écouter. Ce qui est surprenant, Julien, c'est qu'en fait, un des marqueurs de l'apocalypse, c'est ce tremblement. Au moment où il se rend compte qu'il y a une espèce de matière noire un peu visqueuse qui fait penser à des toiles d'araignée qui sortent des flaques d'eau. Et c'est là où il y a un tremblement aussi qui fait trembler l'eau. Et on se rend compte qu'en fait, depuis le début, il y a un apocalypse à venir. Mais c'est ça. Alors, c'est souvent le cas. Hein, il y a Charisma, il y a la fin, alors, sans en dire plus si vous ne l'avez pas vu, mais il y a une forme de destruction. Cairo, on est en plein dedans. Vaine Illusion, on vit dans la post-apocalypse, hein, en Vaine Illusion, selon moi. Oui. Cure, c'est juste une apocalypse mentale globale, avec d'ailleurs des idées. Là aussi, il y a l'idée de possession et de malédiction hein, dans Cure, qui est une idée de transmission. Et c'est vrai que là, alors, ça pourrait être aussi, on pourrait
toujours interprété, mais bon, c'est assez cohérent avec ce qu'on disait avant. Ces idées de résonance, peut-être justement de ces bombes atomiques du passé. Oui. C'est comme s'il y avait des résonances tout le temps, et du coup, d'où les traces aussi. La pluie noire, hein. On peut penser à la pluie noire aussi. Ah bah, au film Pluie noire aussi, En parce plus. qu'il y a lorsque la bombe apparaît dans Pluie noire, il y a un aspect très fantasmagorique, apocalyptique, dans le film d'Imamura, et c'est pas étonnant. Et pareil, quand tu vois, alors je sais plus qui est l'auteur du film, mais quand tu vois le Hiroshima, les victimes d'Hiroshima sont transformées en zombies, en fait. Il y a vraiment ce truc-là de morts-vivants, de marcheurs. Et c'est là où c'est assez surprenant. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans sa manière de faire à Kurosawa, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais, il a, il absorbe en fait des ressorts traditionnels du cinéma, notamment japonais, hein, aussi, parce qu'on parlait de ce fantôme qui pourtant est très irréaliste et arrive quand même à brouiller la réalité, hein. C'est ça qui est paradoxal, parce que je disais tout à l'heure, quand je disais que on ne savait plus à quel degré de réalité nous étions dans le film, parce que les deux se mélangent, mais pourtant on voit le fantôme à un moment s'envoler, disparaître, se transformer en robe. Oui, superbe. Mais ça ne casse jamais cette dynamique d'irréalité, en fait, on ne sait plus où on est. Il y a cette peur Et ça, c'est un truc qu'il a refait récemment, et que je pense... Parce que moi, j'adore Kurosawa, j'aime beaucoup sa dernière partie de période, mais elle a un peu changé, parce qu'on est plus du... Enfin, tu le verras quand tu... Parce que je sais que tu regardes de manière chronologique, mais tu remarqueras qu'il y a quelque chose qui a disparu dans son cinéma, mais qui n'est pas un problème en soi, parce que moi, j'aime beaucoup ce qui a pris la place. Disons que le cinéma de Kurosawa maintenant est beaucoup plus frontal, encore plus frontal qu'il ne l'était avant. Il y a moins de doutes, même s'il arrive quand même à créer encore du mystère avec des sons, avec des choses qu'on ne voit pas. Mais il l'a fait très précisément dans un film qui marche dans les pas de Rétribution, de Kairo et même de Cure. C'est Chimé, son court-métrage. Ou avant-dernier, je ne sais plus. Avant-dernier. Il en sort beaucoup. Il en sort beaucoup et on ne sait pas si certains sortiront en France ou non. Donc, alors, avant-dernier, parce qu'en vérité, on attend Cloud et on attend le chemin du serpent. Il arrête jamais. Ah oui, c'est vrai, le remake d'un de ses. Je crois que c'est un téléfilm. C'est filmé en France, tourné en France. Ah oui, qui était ça va être passionnant, ça. Exact. Et très bon film aussi, d'ailleurs, La Voix du Serpent, ou Chemin du Serpent, Serpent de Paf. Et en fait, dans Chimé, ce qui est passionnant, c'est qu'à la fin, donc pour rappel, l'histoire de Chimé qui est sortie l'année dernière, c'est un homme qui donne des cours de cuisine et qui est pris, en fait, qui est envahi par un son, qui est en fait un carillon. On sait pas d'où il vient. C'est Memoria, là. Non, c'est pas Memoria. un peu, mais vraiment, il y a quelque chose à voir. En tout cas, un film peut-être aussi important que Memoria à mes yeux, mais et la fin, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il fait ça, Kurosawa, c'est qu'il crée de la peur avec du vide. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la menace. La menace est tellement présente qu'elle englobe tout le plan, en fait. Mais il ne la montre pas, il l'invisibilise. Il y a un seul moment où on voit la menace en tant que telle, mais encore une fois, c'est tellement abscon pour que ça puisse être si clair, que c'est assez impressionnant. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les deux réalités du personnage se mélangent et on ne sait plus ce qui se passe. Et il y a un aspect apocalyptique assez impressionnant où, en fait, donc, sans trop en dire, on voit littéralement le monde autour du personnage qui disparaît, qui disparaît. Voilà. Mais c'est pas si éloigné que ça de Vaine Illusion, hein, de ce que tu me dis. Enfin, oui, totalement. Totalement. Ouais, c'est intéressant. Mais pour en revenir à Rétribution, avant d'aller dans la zone spoiler, ça va pas tarder. Hein. Mais là, le surcadrage de Kiyoshi Kurosawa, c'est une de ses mimiques. Il l'utilise parce qu'il sait ce qu'il fait avec, hein, pour isoler les personnages. Et là, j'ai même envie de dire c'est pas qu'il va plus loin, mais bon, le surcadrage, on le voit, hein, dans Charisma, dans Kairo, dans Cure. Mais là, il l'associe souvent au miroir. Alors, je n'ai pas eu de souvenir précis, mais peut-être qu'il le faisait déjà avant. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il surcadre le surcadrage par moment, avec des scènes, notamment, il y a une des tueuses qui refuse de faire face peut-être à elle-même. Il y a le fantôme derrière qui va lui peut-être mettre la réalité en face.
Mais on a énormément. Tout le film quasiment fonctionne sur du surcadrage qui est très surcadré. Et évidemment, bon, on connaît l'idée du surcadrage, souvent c'est pour enfermer les personnages dans leur propre monde. Hein, dans leur... Et blague à part, il y a un cadre surcadré à côté. En plus, ah oui, mais c'est ça, on est dans le surcadrage. Là. Et puis il y a beaucoup de plans. Il y a aussi le personnage de Koji Yakusho qui est face à un miroir à un moment et il se retourne quand il sent que la présence. Et cette idée de. Alors, quelle est l'idée derrière? On peut donner des interprétations, on fait ce qu'on veut, mais dans la sensation, on le sent. Ce sont des gens qui sont complètement perdus. De toute façon, la plupart des gens qui commettent des meurtres, ils ont des problèmes aussi. Hein. Au-delà donc d'être possédés, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un moment, il y a un père de famille très étrange avec son fils. Il y a cette dame avec son mari. Et on voit que c'est parce que c'est des gens qui sont bloqués de toute façon dans le mord quotidien. Cette idée que Kurosawa, il questionne le quotidien japonais, la routine, hein, parce qu'il y a ça dans Séance aussi. Dans Séance, c'est l'histoire d'un couple où il y a le mari qui est très terre à terre et tout. Il y a la femme qui veut vivre sa passion et son don. Et ça va, en sortant de la routine, paradoxalement, elle va créer la perte. C'est ce qui est terrible. C'est que l'oubli. Et oui, mais c'est comme si Kurosawa, en fait, il se disait que le destin de l'humanité, c'était d'être perdu dans la mort de routine aussi. C'est pour ça qu'il c'est assez pessimiste et mélancolique, hein, quand même, quand on y pense. Il y a autre chose, je pense aussi que l'humanité est rattrapée par l'oubli. Aussi. C'est quelque chose d'assez. Parce que tu parlais de Séance, justement, la manifestation du fantôme de Séance, c'est parce qu'on l'oublie. Il y a littéralement la mort est causée par l'oubli quand même dans la Séance avec la c'est horrible, mais et en fait ce qui est assez extraordinaire dans Sakebi, c'est que c'est en fait au début on encore une fois sans trop détailler puisqu'on approche de la zone elle va pas tarder. Voilà, on va pas tarder, mais on approche de la zone d'ailleurs. Oui, là c'est Tarkovsky est jamais loin. La zone, elle y est dès le début dans ce meurtre, hein, de toute façon. Même avec l'eau, le travail sur l'eau, on est dans Tarkovsky. Oui, mais tout à fait, tout à fait. De toute façon, je sais que les deux, il y a que du. D'ailleurs, on en parlera, mais il y a tellement de choses à voir pour ces deux cinéastes et les croiser ensemble. Mais par contre, ce qui est impressionnant dans Sakebi, c'est que au début, on commence avec une espèce d'histoire de meurtre classique. Et on se rend compte au fur et à mesure que, bon, tiens, je connais ça, j'ai déjà vu, il y a des tueurs différents, puis le meurtre, on comprend pas pourquoi il se passe comme ça, puis on sait pas, et en fait, on se dit, il va nous refaire cure, là, avec un personnage qui pousse ces gens à tuer. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un contre-pied, parce que finalement, on se rend compte que, d'ailleurs, on pourrait presque penser à une suite de Cure, on se rend compte qu'en fait, le personnage principal n'est pas si éloigné de ce meurtre, en fait, de ce qui se passe. Et qu'en fait, c'est littéralement l'oubli qui a fait qu'il y a cette apocalypse qui se déclenche. En fait, c'est le fait d'avoir oublié le corps qui fait que tout se déclenche. Et ça, c'est un truc quand même. Et d'ailleurs, c'est souvent lié à l'eau. C'est un truc récurrent dans le cinéma japonais d'horreur. En tout cas, moderne. Il y a Darkwater aussi qui. Darkwater et aussi Ring. Parce que, parce que le cadavre de Sadako est dans un puits. Ouais. Et justement, le but, c'est de déterrer le cadavre du puits pour le sortir de sa sépulture éternelle, pour lui offrir quelque chose de plus correct. Et effectivement, dans Darkwater, il y a quelqu'un qu'on a oublié. Un enfant qui a disparu, qu'on a oublié littéralement, qu'on a oublié parce qu'il est tombé dans l'eau et qu'on n'a pas cherché à le sauver, on n'a pas cherché à trouver son cadavre, on l'a littéralement oublié. Et ça, c'est un truc. C'est terrible parce que est-ce que l'un des messages de Kiyoshi Kurosawa, ce serait pas de dire à la société japonaise actuelle, on a oublié ce qu'on a vécu? C'est vrai que le Japon, pour survivre, a dû donc outrepasser cette terrible mémoire et s'est américanisé à fond. Hein, tout en gardant le rythme japonais et tout. Et est-ce que peut-être aussi dans cette idée, alors il le montre moins que d'autres réalisateurs peut-être, l'aliénation par le travail, ici on n'a pas vraiment en fait, on pourrait le sentir par moment, mais pas ici, peut-être pas dans ce film. Oui, dans ces films, oui, mais dans celui-là, peut-être pas. Que le Japon s'oublie dans l'idée de la modernité, d'ailleurs, là finalement, CD dans Séance, c'est le gars qui travaille sur le son, donc toujours à la recherche de quelque chose. Là, il y a le seul travail sur le son véritable dans le film, c'est quand même
le son spectral sur lequel nous reviendrons. Mais là, l'oubli, qu'est-ce qu'on essaye d'oublier? Et là, par exemple, on a un personnage, donc le personnage principal, qui a un petit peu oublié quelque chose, qui apparaît au début du film, un petit flashback, pouf, comme ça. Il y a ça qui apparaît au début du film, qui se remémore d'un truc d'il y a 15 ans. Il en parle à sa petite amie, on va y revenir sur la petite amie, hein, très très vite. Et à un moment, il dit, ah, mais c'était il y a 15 ans. Et puis il y a ce flash qui apparaît, et c'est dans ces conversations assez bizarres qu'il a avec cette dame qui ne fait que rentrer et sortir. Au début, j'étais en train de me demander, honnêtement, au début, j'étais en train de me dire, c'est quoi, c'est une prostituée qui vient le voir, l'écho de la femme en rouge au début, qu'on aurait pu imaginer être une prostituée, bon, avec ces codes-là, hein, qu'on pouvait représenter dans les films noirs, par exemple. Et là, on ne sait pas trop qui est. Bon, cette dame, on comprend très vite que c'est sa petite amie. Et il y a cette discussion, et il dit, ah, il y a 15 ans, machin, et il y a 15 ans, quand je suis arrivé, cet endroit-là aurait dû être construit autrement, et on rêvait d'une ville futuriste, et c'est devenu une décharge à ciel ouvert, avec cette idée que de toute façon, ça allait être envahi par l'eau et peut-être anéanti un jour. Donc il y a cette idée d'apocalypse. Une discussion très étrange à table, comme ça. D'ailleurs, il y a ce genre de discussion aussi dans Séance, le film que j'ai vu avant. C'est une discussion un peu du quotidien, un peu basique, quoi. Et il y a ce plan-là où, en fait, on voit, bah, là, c'est quand le personnage, 15 ans avant, il était sur un ferry, peut-être qu'il débarquait à Tokyo, en fait. Et d'ailleurs, on voit que la photographie, le ton est différent, sur le ton visuel. Voilà. Et c'est cet oubli-là. Et on comprendra qu'après, il y a un autre oubli. C'est en lien avec le fantôme. Et puis, on peut directement enchaîner avec l'autre image. Alors, moi, j'ai envie que, avant d'en parler, parce que directement, frontalement, il y a cette scène qui m'a mis une puce à l'oreille, en fait, très vite. C'est juste derrière. C'est sa petite amie, ça. C'est sa petite amie. Il y a eu des discussions. Je crois que c'est le lendemain. Et il y a un long plan. Ça dure quand même quelques secondes, hein, cette histoire. Hein, même peut-être presque une minute ou deux. Hein. D'ailleurs, il y a des très longs plans. Et il fait durer les silences. Il fait durer, justement, pour bien capter l'atmosphère et faire bien comprendre qu'il y a une forme de malaise ou une mélancolie. Et là, ces deux personnages ne sont jamais ensemble, en fait. Ils sont ensemble, mais ils ne sont jamais ensemble. Et on comprendra pourquoi. On comprendra pourquoi après. Et très vite, tu comprends, quand je disais qu'elle s'en va et qu'elle venait, cette dame, elle s'en va et elle revient. C'est une vraie revenante, en fait. Oui. C'est un fantôme, cette dame. C'est vrai. Et ça, je trouve ça très fort. Pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parlait de réalité tout à l'heure, ou de rêve ou de cauchemar, il ne vit pas dans le réel, ce monsieur. Donc il s'est oublié lui-même, il a oublié sa réalité. Et en fait, est-ce que le film a vraiment un réel en tant que tel, quoi, pour le personnage principal, j'ai envie de dire. Si ce n'est peut-être vers la fin. Oui, parce que c'est compliqué de savoir finalement, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui est de ce fantôme rouge. À première vue, c'est une femme qu'il voyait, qu'il aurait possiblement tué. On ne sait pas trop. Là encore, on a du doute. Mais l'eau, le fait qu'il y ait l'eau, l'espèce de bassine d'eau, ça sous-entend qu'il l'aurait noyé ou des choses comme ça. Ou qu'elle aurait été noyée. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. C'est vrai, j'ai oublié le spoiler principal, mais c'est pas vrai. C'est qu'on retrouve ses empreintes sur le premier meurtre. Voilà, oui, c'est lui. C'est lui qui l'aurait tué, ou alors ça serait son double sorti de la Black Lodge. Non, parce que Twin Peaks, c'est jamais loin, là aussi. Hein. Mais parce qu'en plus, je crois qu'il a fait un film qui s'appelle Doppelganger, Kiyoshi Kurosawa avant, que je n'ai pas vu. Donc, je me suis dit, tiens, l'histoire de Doppelganger, peut-être, qui aurait les mêmes empreintes, ou juste qu'il a oublié le meurtre. Mais bon, en fait, il s'avère que la fille, est-ce que c'est lui qui l'a tué au début? Peut-être, peut-être pas. En fait, c'est même pas vraiment répondu directement, mais bon, il y a ses empreintes, donc on imagine que oui. Et c'est même pas le pire, enfin le pire, c'est pas le principal en fait. Parce qu'il y a plusieurs fantômes dans le film au final. Enfin, il y a une idée de fantôme de femmes tuées d'ailleurs, c'est intéressant, ou de femmes qui sont mortes. Il y a cette petite amie, donc il y a la fille morte au début, mais est-ce qu'elle revient vraiment? Visiblement non. Et c'est donc un autre fantôme d'il y a 15 ans, celle qui est apparue au moment où il était sur ce ferry. Voilà. Et en fait, il l'a oublié. Enfin, ce qui est terrible, parce que en fait, moi, c'est presque cruel comme film, parce que pour remettre dans le contexte, donc ils sont plusieurs sur ce ferry, ils passent devant, il y a une dame qui est à la fenêtre, une dame en rouge dans un sanatorium, qui est donc, alors, ou malade, ou psychologiquement, elle a subi des trucs, et elle a visiblement été oubliée là-bas, justement, hein, on parle de l'oubli, elle de son vivant probablement a été oubliée. Elle croise des gens, elle croit voir, donc elle croit attirer l'attention de gens qui regardent depuis le ferry au loin. Et en fait, pas du tout, parce qu'ils l'ont probablement pas vu derrière la fenêtre, ces gens sur le ferry.
Et elle, en croyant qu'elle a eu cette attention-là, qu'elle n'a plus eu depuis peut-être des années, on ne sait pas, eh bien, elle va sentir une sorte de charge émotionnelle, on ne sait pas, derrière, elle va se suicider, en gros. Et après sa mort, elle va se venger de ces gens qui n'ont pas su se rappeler d'elle. Donc tous les gens sur le ferry, c'est eux qui tuent. Et elle les contamine, elle les possède. Mais c'est d'une cruauté, d'une tragédie pour tout le monde, pour cette fille, évidemment. Ah oui, 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 c'est terrible. Hein. Même pour eux ceux qui vont être possédés et tout, qui sont victimes collatérales de l'oubli de base. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, parce que on est dans l'abstraction de beaucoup de choses, là, de toute façon, mais on comprend l'idée, c'est l'oubli général dans la société. Hein. Oui, il y a une sorte de punition en fait générale par défaut de l'oubli et un mal-être général de la société japonaise qui fait que on n'a pas le temps. En fait, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Tokyo Sonata de manière très directe, c'est que les Japonais semblent avoir totalement perdu leur humanité, ou en tout cas être vides à l'intérieur. Et on a l'impression qu'il y a plus de, ils ont plus de manière, ils ont plus la capacité de ressentir le temps. Il y a ce truc-là, et j'ai l'impression que dans Rétribution, on retrouve ça, c'est-à-dire que tout le monde semble être un fantôme, qui rêve de partir. On a oublié ça, mais ça, c'est un truc très, très, très récurrent. La volonté de partir en voyage, de partir en vacances, toujours dans des... Alors, il faut savoir qu'en plus, bon, je ne sais pas si on en avait parlé, nous, ensemble, en privé, hein, mais Kurosawa a une manière de faire très particulière. Quand il filme ces fameuses séquences que l'on voit dans Cure, dans Kairo, etc., dans des bus, dans des voitures, etc., en fait, c'est des... Hein? Ou des bateaux, même, parce que là, on a encore cette idée du bateau qui revient. Hein. Oui, on a le bateau, et puis on a le... Oui, exact. Et en fait, toutes ces séquences où il se retrouve dans des moyens de locomotion pour partir de la ville, c'est tourné en studio, en fait. Ah, ça enferme encore plus l'idée d'un voyage impossible. C'est en fait tous les éléments que l'on voit autour des vitres des voitures, machin, c'est du, tu sais, c'est du fond projeté. Ouais. Et c'est pour ça que ça paraît si réaliste à chaque fois qu'on voit les séquences. Et il y a ce truc-là d'une société japonaise qui n'a plus possibilité de vivre, en fait, tout simplement. Il y a une espèce de mort déjà programmée. Et pourtant, dans Charisma, il essaye de faire sortir ses personnages dans cette forêt et tout, mais en fait, ils sont encore plus enfermés hein, dans une sorte de micro-société où ils se battent comme s'ils se battaient pour le monde capitaliste occidental. Quoi. Enfin, Ouais. en fait, c'est ça, c'est une sorte de... Ouais, une forme de malédiction. En fait, la malédiction, elle est partout. La malédiction de la vie moderne et actuelle. Et c'est pas pour rien, du coup, que le surcadrage et même des scènes qui va tourner en studio qui auraient pu tourner en extérieur. Sûrement, oui, parce que tu as raison, il a probablement. Ça aurait été limite plus simple de tourner ça dans un vrai bus ou tout. C'est pas une question de il n'a pas pu louer un bus ou je sais pas quoi. C'est pour faire sentir le malaise, comme quoi on n'est pas vraiment non plus en mouvement vers l'extérieur. C'est effectivement un choix artistique assumé. Ouais. Ouais. Et là, il y a pratiquement. Il y a aucun ailleurs, ça sort jamais de Tokyo. Hein. C'est très dans les huis clos, c'est très dans les appartements. Et le seul moment où il y a peut-être enfin j'allais dire la scène du film, il y en a 8000 hein, de scènes du film, peut-être pas 8000, mais tu en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, de l'envol. Alors, à un moment, elle vient, la fille en rouge, qui s'avère être la fille de 15 ans, hein, qui vient le hanter, elle est un peu plus agressive, entre guillemets, ou pas. Oui. Et elle va s'envoler au-dessus de lui. Alors, il y a un effet extraordinaire. Je ne sais pas s'il a utilisé une sorte de mannequin baudruche pour faire cet effet-là. C'est incroyable. Tu sens que c'est palpable, c'est pas du CGI, tu sens pas que c'est du CGI. Et donc, elle s'envole et on voit là un petit peu sur la droite de la photo. Après, elle se transforme en robe, il n'y a plus rien. Et là, ce qui est extraordinaire dans cette scène, c'est bon, déjà, il est enfermé en plus, le personnage. Voilà. Il est à l'extérieur, mais il n'y a pas accès. Il aimerait s'envoler de là aussi. Hein. Regardez le ciel. Quelques secondes après, le plan est encore plus obscurci, comme si l'apocalypse arrivait. Quoi. Oui. Oui, tout à fait. En plus, je crois que c'est après la séquence où il voit la flaque. Ouais, c'est pas loin. Ouais.
Ouais, donc il y a vraiment ce truc. On retrouve en fait la fin de Kairo avec cet apocalypse. Alors dans Kairo, c'est intéressant parce que la fin dans Kairo, c'est le passé qui reprend possession du présent, puisqu'on voit un vieil avion militaire, je crois. Puis il y a plein de choses comme ça qui apparaissent. Là, on a le monde qui est en train de s'effacer littéralement. Et, euh, et d'ailleurs, il me semble qu'elle crie dans cette séquence. Elle pousse un cri de douleur quand elle s'en va. Ouais, il y a un petit cri spectral juste avant. Ouais. Comme ça. Un cri qui reviendra, mais autrement à la fin. Enfin aussi, on regarde ça pour la fin parce que il y a une idée de transposition de personnages avec les robes rouges, hein, d'ailleurs. Hein, de toute façon, il y a un choix qui a été fait là-dessus. Et c'est vrai que oui, c'est pas qu'elle devient plus agressive parce que d'ailleurs peu de temps après, elle va lui pardonner. Oui. C'est le paradoxe, c'est que bon, elle va comprendre l'idée, même si dans son idée à elle, si elle est morte, d'autres doivent mourir pour la rejoindre. C'est la peur de la solitude éternelle. Ça, D'ailleurs, exactement. il y avait ça c'était pas dans, je sais plus si c'était dans Cairo. Il y avait une histoire de mort. Il y avait un des fantômes qui disait en boucle quelque Oui, chose par rapport à la mort est la un mort, isolement éternel, je crois. Un la mort et la isolement. solitude éternelle, quelque chose comme ça, oui, oui. Et c'est Ouais, cette idée-là, c'est que ces fantômes sont plus que seuls. Alors elle, en plus, double peine, elle était seule avant la mort. c'est Là, elle est ça. encore plus seule et donc du coup, elle se dit, bah, j'ai pas le droit d'être seule. Et c'est un mal japonais, la solitude aussi. Hein. On le sait. Hein. Il y a des gens Oui. qui vivent par choix, mais c'est pas est-ce vraiment un choix de vivre dans la solitude au final. Non, pas du tout. Oui, il y a il y a cette conscience de cette société qui est en train de se tourner vers l'isolement. L'isolement, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les films de Kurosawa. On voit souvent des gens qui sont dans des petits espaces. D'ailleurs, là, ça me fait repenser au plan de tout à l'heure où on la voit dans le coin. Elle apparaît comme ça. Elle est isolée déjà directement. Isolée par l'oubli, isolée par le. Et sa petite maison qui est isolée, d'ailleurs, abandonnée, où le cadavre est encore présent dans la pas de sépulture, etc. C'est très violent, en fait. Hein. On se rend compte Un que tas d'os. C'est des os ça, qui ça sont là. d'os, voilà, C'est de exactement. l'eau. En plus, c'est l'histoire de l'eau. Pour nous, en français, c'est facile. Hein. L'eau salée et tout ça. Et là, il y a des os aussi. Oui, Cette oui, idée parce qu'elle est morte noyée, donc de toute façon, c'est après, l'eau ça. de mer, parce qu'elle est tombée dans l'eau donc de la mer à côté de Tokyo. Cette idée d'ailleurs d'envahissement de la c'est marrant parce que cette discussion plutôt, en gros, la mer va venir envahir tout ça, mais à travers le fantôme, indirectement, le fantôme d'une noyée, elle vient aussi envahir indirectement les choses. Oui, D'ailleurs, quand il visite le sanatorium, il a les pieds dans l'eau. Hein. Donc ça a pris, oui, la nature a pris le dessus, là, par exemple. exact. Exact. La nature a repris. Oui, oui, il y a quelque chose de très violent. Hein. On se rend compte qu'en fait, l'oubli a pris le dessus sur le reste. Mais en parlant de l'oubli, parce que c'est là où c'est en fait il y a une double tragédie dans le film. C'est que bon, elle prend possession, machin, 15 ans et tout, d'accord. Mais entre-temps, donc on parlait de la petite amie qu'on voyait derrière le reflet tout à l'heure, tout ça, qui est morte. Bon, bah, on se dit, il a eu un trauma, elle est morte, donc il refuse de la laisser partir, donc il la voit, il est hanté par elle. Mais c'est encore plus violent que ça, c'est qu'il l'aurait tuée en fait. À un moment, il le dit d'ailleurs indirectement, le détective. Did I do this? Et on voit là donc sa petite amie qui est présente en tant que fantôme et il découvre alors les restes de sa robe et de son cadavre. Je sais pas s'il y avait, il me semble que si, c'est qu'il a laissé le cadavre pourrir pendant plusieurs mois dans l'appartement. Mm. Et ça veut dire qu'en gros le gars est un meurtrier en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vague. Elle lui en veut plus. Le pire c'est qu'elle lui dit ça n'a plus d'importance. Voilà, c'est le moment de cette révélation là où il se rend compte qu'il a découvert le corps derrière ce cadre là vers nous. Et elle est à côté derrière, et elle révèle cette robe d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Et elle lui dit, c'est pas grave, l'important c'est ton futur, qu'elle lui dit. Oui. C'est un double drame, là. On ne sait pas pourquoi elle est morte, de comment elle est morte, comment il l'a tuée, l'a-t-il tuée consciemment, a-t-il refusé sa mort, quelqu'un l'aurait tué, mais il a refusé de déclarer, enfin, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une certitude qu'il l'aurait tué? Normalement, c'est sous-entendu. Par contre, tu parlais de quelque chose derrière, il y a l'oubli derrière. On n'en saura Mm. pas plus. Et là, on est dans la tragédie ultime. Le gars, il est. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage mentalement là? Qu'est-ce que tu as ressenti mentalement quand tu as découvert ça? Parce que c'est même pas une révélation en soi, c'est juste la deuxième couche de tragédie qui renforce
le côté fantomatique et spectral de l'œuvre, hein, de toute façon. Ah oui, moi j'ai vu quelque chose comme, en fait, comme l'accomplissement de la malédiction qui le poursuit, c'est-à-dire que définitivement, ce personnage d'ailleurs qui n'est pas très caractérisé, hein, on n'en a pas trop parlé, mais il n'est pas très caractérisé, il a l'air plutôt d'être alcoolique. En tout cas, il va pas bien du tout, quoi. Moi j'ai ressenti ça comme ça. Et ouais, moi je vois vraiment ça comme, en fait, il a tellement oublié ces fantômes, ces gens-là, que il se laisse rattraper. En fait, il prend la place finalement de tous les gens qui l'ont suivi, qui ont tué des personnes en les noyant. Euh, et finalement, il devient, en fait, il est bouffé par l'apocalypse, quoi. Il devient un agent de l'apocalypse. Il devient comme dans Cure, hein, d'ailleurs, parce qu'à la fin, le policier qui est violent et qui a peur de ce que peut faire Mamiya dans le film, finalement devient le successeur de Mamiya en hypnotisant les autres. Et la suite, entre guillemets, ou préquelle, puisque c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire, qui est, Rétribution, il y a ce truc-là, en fait, on a l'impression que bah, là, du coup, il est complètement dévoré par ce qui l'envahit. Et puis il y a aussi Chimé, on trouve ça, hein, il y a ce truc-là où en fait le personnage il a une bouffée de violence d'un coup, on s'y attend pas du tout. Et c'est assez surprenant, il y a ce truc-là d'un personnage qui se laisse rattraper par ce qui envahit son monde, en fait. En fait, on a l'impression que l'apocalypse qui survient aussi, c'est surtout lié au personnage en tant que tel, en fait. À, je sais plus comment il s'appelle dans le film, Noboru, c'est ça, je crois. Et Tu veux dire le bras droit du détective? non, Koji Hakusho, Noboru. Ah oui, 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 oui. Et pareil, dans Charisma, il y a ce truc-là un peu une sorte de suite ou préquel de Cure, ou suite plutôt, où en fait le policier violent, il va essayer de sortir de la ville et puis en fait il y est ramené automatiquement. On dirait que en fait chaque personnage de chez Kurosawa sont déclencheurs de leur propre apocalypse. Et ça devient l'apocalypse du monde d'ailleurs. Ah, c'est peut-être une question de point de vue. On est peut-être aussi dans une forme de point de vue du personnage. Ou souvent, chez Oui, Kurosawa, peut-être dans des points de vue du personnage. Donc, l'apocalypse qu'on voit autour, c'est une apocalypse mentale aussi. c'est ça, exactement, ouais. C'est comme ça que je le vois, oui, tout à fait. Ouais, ce qui renforce l'idée, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire abstraction de beaucoup de choses, parce que tout ce qui peut se passer et tout. C'est pour ça que là, je pensais au bras droit Parce que le bras droit, c'est peut-être le personnage, le bras droit du détective qui est le plus Ouais. terre à terre, en sens. Mais alors, lui, il finit mal, hein. Alors, Oui. là aussi, on peut se poser des questions stylistiquement. C'est absolument génial. Surtout sur cette scène-là où il regarde dans l'eau. Nous, on s'attend à ce qu'il soit aspiré dans l'eau. Moi, je pense un peu comme Sadako, qui pourrait être amené dans le puits, mais c'est pas un puits, c'est une sorte de bassine, quoi. C'est un truc, etc. Et en fait, non. Le fantôme va apparaître dans le miroir de l'eau, justement, et va le plonger en sortant du plafond. Ça aussi, c'est un grand moment de cinéma fantomatique. Ouais, Et là, on le voit, le surcadrage est encore plus écrasant, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a de ça. En plus, on s'y attend pas du tout à ça, hein. Parce que c'est le personnage qui n'a rien. Alors, pour le coup, il n'a rien à se reprocher, le gars, hein. Non. C'est ça la malédiction ultime, c'est qu'elle va toucher tout le monde, y compris le gars. Bon, son seul reproche, c'est de vouloir arrêter le personnage du détective. Et elle a décidé maintenant de le protéger, quoi, en gros, parce qu'elle lui a pardonné. Ou elle veut. Moi, j'ai même une autre interprétation encore plus violente, c'est qu'elle va se servir de ce personnage de détective, qui est un meurtrier, hein, du coup, parce qu'il a tué sa petite amie, pour amener d'autres âmes vers elle, elle qui veut pas être seule dans la mort. Est-ce qu'il va pas devenir le bras, entre guillemets, vengeur de ce fantôme pour qu'elle ait encore d'autres personnes à côté d'elle dans la mort? Est-ce que c'est pas l'idée derrière? Et il se fait piéger le personnage du détective, du coup, parce que sans le savoir, sans le vouloir probablement, il va devenir une sorte d'agent du mal, si vous voulez. Où est le mal ici? C'est une bonne question. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, parce que de toute façon, à la fin, on le voit déambuler seul
D'ailleurs, dans un plan, un Tokyo vide, c'est très Kurosawaien, ça aussi. Alors attendez, je cherche l'image. Il y a beaucoup d'images, hein, en même temps, c'est beaucoup de plans aussi qui sont marquants. Mais à la fin, il est là. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, avant, il y avait aussi un plan où il regardait des oiseaux qui volaient autour. Là, il y a des détritus, il y a des papiers journaux par terre. On a l'impression que Tokyo est vide, il n'y a plus que lui. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que là, on est de son point de vue mental? En gros, là, il est enfermé dans sa solitude, en fait. Oui, 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 je pense aussi, ouais. Surtout qu'à la fin, ça se termine avec le cri de sa femme. Ouais. Donc, il y a, en fait, sa compagne, copine, je sais pas. Il y a ce truc-là, ouais. Et d'ailleurs, je crois que, alors, j'ai plus trop en tête, Ah là, mais je ce crois plan. que normalement, ça se passe sur une plage avec un bateau abandonné, mais il n'a pas choisi cette fin. En fait, la fin, normalement, devait être plus longue. Et c'était sur une plage avec une espèce de barque abandonnée, je crois, un truc comme ça. Parce qu'elle est en bonus sur le DVD, la fin non prévue, enfin non gardée. Ouais. Et il préfère quelque chose de beaucoup plus frontal, encore une fois, avec lui qui voit sa compagne qui crie, en fait, parce que c'est terminé et qu'il s'en sortira jamais, quoi. C'est exactement ça. Et c'est un écho parce que on voyait l'autre fantôme en rouge crier avant. On pensait un peu à l'invasion des profanateurs, hein, parce que Exactement. cette idée-là. Et là, on a un autre cri qui est beaucoup plus humain, en fait. Enfin, oui, dans le sens, je pense qu'elle a. Enfin, là, il y a une humanité. On dirait vraiment une femme vivante qui n'est pas Ouais, forcément. Elle a peut-être pas la conscience du fantôme, où elle se dit, ah ben non seulement on partira pas en voyage ensemble, et pour cause, mais en plus oui, je l'ai perdu parce qu'il est tombé en fait sous le joug de l'autre fantôme qui va se oui. servir de lui peut-être pour tuer d'autres personnes. Et là, c'est fini. En gros, peut-être qu'avec ce cri, elle se rend compte qu'il va l'oublier et elle va rester seule. C'est vrai. Et qu'il n'y aura pas de suite, quoi. Tout est terminé en soi. C'est une véritable tragédie quand même. Parce que Oui, d'ailleurs, c'est de surcouche de tragédie en tragédie. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de rentrer, j'ai envie de dire, dans. Est-ce que c'est. Alors, toi qui en as vu d'autres, est-ce que ça serait pour toi le plus pessimiste sur son final là? Enfin, le plus brutalement tragique dans le sens où. Oula. Ah, c'est Non, mais tu compliqué vois, parce que bon, au-delà même des apocalypses, hein, tu vois ce que je veux dire là, c'est. c'est compliqué parce que le pessimisme chez Kurosawa, il est constamment présent. Donc, Ah, mais oh, là, tu as c'est tous les personnages qui ont sombré à la fin, au final. Et dans tous les sens du terme. Il y en a même un qui a sombré dans la bassine, hein. oui, oui, mais en fait, il y a toujours. Après, c'est un des plus pessimistes, ça c'est clair. Et bon, le dernier qu'il a fait en date est assez terrible. Le... Ah, je sais pas si son avant-dernier, enfin avant-dernier de ce on a pu voir, est aussi pessimiste. Mais c'est un des plus pessimistes, ça c'est clair et net, parce qu'en fait, il y a aussi Loft qui était, on n'en a pas parlé, mais Loft qui était pas mal en termes de pessimisme aussi, Ouais, d'ailleurs. il y a eu Loft, il y a eu Jellyfish et Doppelganger qui sont sortis entre Cairo et celui-ci, mais que je n'ai pas encore vu. C'est vrai que là, je fais un petit jump pour. Ouais, Mais apparemment, Jellyfish est très très bien aussi, mais très différent. Peut-être que Jellyfish est moins pessimiste apparemment, mais je sais non, non. pas. Alors, c'est vrai que pour le coup, Jellyfish, c'est un de ses films les moins pessimistes et les plus beaux dans leur conclusion. C'est vrai. Mais Le rapport à celui-là, la oui, jeunesse. Ouais, le rapport à la jeunesse qui est très très absent. Alors, le seul rapport à la jeunesse qu'on a ici, on n'en a même pas parlé en détail, mais c'est l'enfant, l'adolescent qui visiblement se fait harceler à l'école et qui demande à son père des seringues. Et son père, oui, là qu'on voit à l'écran à droite, tue son fils. Et on ne sait pas oui, si, en plus, il le tue en mode, ah bah, ça me permet de me dédouaner de mes responsabilités, tout ça. c'est ça. Et quelque chose d'extrêmement. Et d'ailleurs, le fantôme du fils, on le verra jamais, lui. Mais il le voit. Là, le père, vous voyez, il pointe du doigt le Oui, fantôme de son fils qu'on ne voit pas là-bas. Ça me rappelle, c'est comme dans les 12 travaux d'Astérix, hein. C'est pas le fil invisible que vous voyez pas là-bas, c'est le fantôme invisible que vous ne voyez pas dans le miroir au fond à gauche, là. C'est terrible, ça. mais J'adore encore cette. une fois, ça va avec le style de Kurosawa qui montre le fantôme, ou en tout cas la malédiction, ou ce qui entoure le personnage, uniquement par l'intermédiaire du personnage. C'est-à-dire que, Oui. Et c'est peut-être la scène clé, celle-là, ouais, bizarrement, pour comprendre qu'on est vraiment du point de vue du détective de A à Z, quoi. c'est ça. Et pourtant, C'est il y a ça. la femme, si, il y a un truc qui contredit ça, c'est génial. C'est la femme qui voit le fantôme dans le miroir qu'on a montré tout à l'heure.
Comme quoi, c'est intéressant ça. C'est marrant parce que d'ailleurs, à chaque fois, les criminels, à part le père parce qu'il est arrêté avant, reviennent sur les scènes du crime. Et peut-être parce que là, on est du point de vue de la femme, justement, encore une fois, je pense que il construit plutôt bien ses subtilités de point de vue, en fait, à chaque fois. Ouais, parce que de toute façon, ce sont à peu près les mêmes personnages qui sont paumés dans leur monde et qui se retrouvent possédés et qui ont commis C'est quelque ça. chose. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ces gens qui tuent, là, ils tuent, d'accord, bon, mais on sent que peut-être ce fantôme de la Dame Rouge, bon, elle les a vus dans le ferry, d'accord, mais elle sent il y a un motif en eux qui, ça veut dire qu'il y a un regard pessimiste sur la société japonaise, qui fait que ces gens-là ont des mobiles en eux pour tuer ces personnes. Le père, parce que le fils, on sent que le fils, il le fait chanter, machin, enfin, relation père et fils très difficile. La Oui. femme avec son mari, on sent qu'il y a un petit malaise, bon, c'est très insidieux. Il n'y a que notre détective où on ne saura rien de cette histoire avec sa compagne. Peut-être qu'elle voulait partir justement en voyage et qu'il n'a pas voulu, il y a une dispute, il l'a tué. Le plus basique, terrible, hein, en fait. Violence conjugale potentielle. Féminicide, quoi. Qu'il veut Oui. oublier. Il y a cette idée aussi. On ne sait pas trop, mais c'est pas non plus, c'est pas forcément des gens innocents non plus. Ceux qui sont arrivés dans ce ferry qui ont vu. Enfin, ceux qui étaient dans ce ferry et qui ont vu. Il y C'est a vrai. peut-être, en fait, dans cette société japonaise, on a tous notre part de culpabilité sur le fait qu'on oublie ce qu'il y a autour, on regarde plus le monde vraiment tel qu'il est. Et donc, on s'enferme dans notre apocalypse mentale et on peut faire des choses, quoi. On peut être possédé facilement par une forme de mal qui est là. C'est ça, exactement. Et l'oubli appelle l'oubli, d'ailleurs, parce que si la fille en rouge a été oubliée par les siens, peut-être, laissée dans cet endroit, derrière, elle fait payer cet oubli des autres sur ceux qui, peut-être, ont tendance à oublier, y compris d'ailleurs leurs proches, peut-être délaisser leurs proches. Le père, Oui. peut-être, a délaissé son fils. Il l'a pas assez accompagné dans l'éducation, etc. Peut-être que la femme se fait délaisser aussi par le mari, mais par vengeance derrière. Enfin, il y a plein. Et c'est brutal, je trouve. C'est brutal. Mais c'est vrai que ce prix c'est très final, brutal, oui, tout à fait. Tout à fait, ce oui. prix final où tu as donc la fantôme en rouge, mais c'est plus la même. Une vraie tristesse sur ce dernier plan. Une vraie tristesse. Je crois qu'on peut refermer la zone spoiler, mais pour une conclusion, c'est difficile de conclure sur un film comme ça parce qu'il y a une chape de plomb. Mais Kiyoshi Kurosawa, alors certes c'est pessimiste, certes ça parle de l'humain japonais, au sens large, pas que japonais, parce qu'il a fait des films hors Japon, hein, tu m'as dit. Oui, mais oui, c'est universel, bien sûr. Voilà. De toute façon, voilà, il y a l'universalité de ce monde moderne où on oublie aussi les gens autour, parce pour moi, il y a deux couches, hein. On oublie les gens autour, on oublie le passé. Ce devoir de mémoire, alors oui, le Japon a souffert, mais au lieu d'essayer de penser ses blessures derrière, la société japonaise a évolué de telle façon que elle a préféré balayer sous le tapis, quoi. Donc le mal est toujours là. C'est Le ça. mal est toujours là. Et ces fantômes-là, c'est de toute façon le destin le destin de gens qui finiront seuls. Ça veut dire que je sais pas quelles sont les croyances de Kurosawa en mode croyance après la mort, mais il doit pas anticiper positivement la fin, lui. Je sais pas s'il en a Oui, parlé. c'est possible, hein. C'est possible parce il a un regard très acerbe. C'est vrai qu'il a cette idée de. Je sais pas s'il a peur de la mort. Est-ce qu'on peut penser de peur de la mort? Oui, il a peur d'être seul, au sens large. Peut-être, Et peut-être. l'idée que de toute façon, dans cette société, on est déjà seul avant même la mort, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, Et la mort, finalement, elle vient d'elle-même, en fait. Il y a plus besoin de l'inviter, elle vient toute seule. c'est ça. Ou des fois, elle s'invite à toi, avec ses possessions. Elle te Oui, rappelle peut-être justement, peut-être aussi l'idée que, voilà, on est là, n'oublie pas de vivre. Je sais plus dans quel film c'est c'était ça. ça, n'oublie pas de vivre. C'est une citation. Il faut pas oublier de vivre. Et donc, les fantômes derrière, en montrant leur mélancolie, il faut pas oublier de vivre. Et y compris des fois, alors c'est là où Kairo pour moi est, je sais pas, de tout ce que j'ai vu, Kairo est pour l'instant mon sommet de Kiyoshi Kurosawa. Mais c'est cette idée de lier l'hypermodernité du début des années 2000 à Internet. Il faut remettre dans le Bien sûr. contexte. Il pourrait faire un Kairo 2 avec les réseaux sociaux. Ça serait génial comme idée. Des fantômes sur TikTok et tout. Mais premier degré, ça n'a peut-être jamais été fait, à piocher, hein, et à creuser. Je vais peut-être te donner des idées de futurs films. Ah,
Mais non, mais cette idée de Cairo où le fantôme s'imprime littéralement dans la modernité pour se dire on est vraiment là, on est là, on est encore là, on veut pas, on refuse cette solitude, on refuse la mort, quoi. Et d'ailleurs, ils prennent le dessus. Quelque part, les morts prennent possession du monde, si on veut, dans Cairo. Enfin, cette idée-là. Mais pour refermer ce chapitre sur rétribution, déjà, on a une pensée pour quelqu'un qui n'est plus là, mais qui est toujours là parmi Oui. nous. Voilà. Pour l'amie Peggy, la chaîne Le Rayon Décalé, parce que on parlait beaucoup avec elle aussi, et on échangeait cinéma, mais pas que, en sa compagnie. Et je sais qu'elle est là. Voilà. Elle est là. Voilà. On parlait de la Oui, mémoire et tout, les gens qui s'impriment aussi en nous. Et l'impression à travers les films, à travers ce qu'on laisse aussi, notamment elle sur sa chaîne et par rapport à tout ce qu'elle a pu faire avant. C'est intéressant parce que je ne sais pas si elle avait vu des films de Kiyoshi Kurosawa. Mais je pense que sur certains points, il y a des choses qu'elle aurait appréciées là-dessus. Mais si, mais je lui ai montré Cure. Cure. Mais oui, quand tu étais allé chez elle. Là. Oui. Ouais. Donc voilà, on pense beaucoup à Peggy. On pense aussi à ceux qui ne sont plus là, mais qui sont là. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas oublier de vivre, quoi, parce que c'est pour ça que ces échanges-là sont importants. Et aussi d'autres formes d'échanges, parce que toi, tu crées. Et en créant tes images, tes sensations, ton travail sonore, parce que toi aussi, comme Kiyoshi Kurosawa, hein, on n'en a pas trop parlé là, mais le son, le mixage sonore, tout ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a de l'ambiance. Oui. Toi aussi, à travers tes œuvres aussi, hein, tu parles beaucoup de la mémoire, tu parles beaucoup des souvenirs, ton dernier à date, Planète Cimetière, qui est disponible sur ta chaîne, tu montres des images. Voilà, c'est la quête d'une personne qui est seule dans une mission. Je simplifie ton synopsis de ton film. Et qui, à un moment, pour ne pas peut-être perdre pied avec sa propre réalité, se remet des projections mentales. Ouais. C'est important. Devient prisonnier du passé. C'est ça. Et c'est un peu tarkovskien aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de David Lynch, mais le Cri, voilà, Cri, il s'appelle, hein, Sakemi. Cri, vous pensez à Twin Peaks, vous pensez à Laura Palmer, la Black Lodge avec ses rideaux rouges. C'est tout marrant. à fait. Parce que Lynch, moi, en off, pas que en off, mais récemment, quand j'ai enregistré avec l'ami Albator sur Twin Peaks sur ma chaîne, sur 2 podcasts, on se demandait si Lynch n'était pas fan de Tarkovsky aussi, quelque part, sur certains moments. Notamment sur la façon de prendre son temps sur le pilote Twin Peaks, par exemple. Hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Voilà, donc tous ces cinémas-là sont, en fait, c'est des cinémas ambiance qui se rapprochent à l'humain, quoi. Des films miroirs, d'ailleurs, le miroir de Tarkovsky. Oui, tout à fait. Moi, je pense. Je pense que de toute façon, il y a des connexions entre tous ces auteurs, ça c'est clair et net. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Parce qu'ils ont un regard sur le monde qui, peut-être même s'il est différent de l'un à l'autre, rejaillit de façon cinématographique avec une même grammaire sur les images, sur le montage, sur le son, le jeu avec le temps, l'importance du temps. Je pense que c'est ça en fait. Kiyoshi Kurosawa, Tarkovsky, Lynch et bien d'autres, Vera Setakul, le temps. Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a et qu'est-ce qu'on a fait du temps qu'on a plus. C'est ça, exactement. Voilà. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Ça mériterait, je pense que beaucoup de gens, peut-être des gens ont écrit là-dessus. C'est toujours intéressant d'aller fouiller sur certains livres, sur certaines critiques aussi Internet, tout ça. En tout cas, merci Nicolas pour ce moment. Merci à toi. C'est toujours un moment d'ambiance, parler d'un Kiyoshi Kurosawa. C'est vrai qu'on ne parle pas d'un Kiyoshi Kurosawa ou d'un Lynch ou de la même manière peut-être que d'autres réalisateurs. Et on vous invite en commentaire à prolonger l'échange, parce que l'échange, il s'inscrit aussi sur ce que vous allez nous dire en dessous, sur votre rapport à Kiyoshi Kurosawa, bien sûr, votre ressenti, votre expérience, votre vécu sur Rétribution, parce que je pense que ça a pu parler peut-être personnellement à certaines personnes encore plus fortement, peut-être des résonances aussi. Hein. Et sur l'idée de souvenir de l'être cher ou quelqu'un qui aurait vécu des traumas, enfin, il y a plein de choses là-dessus. Donc, on vous remercie d'avance pour ce que vous allez nous répondre là. Et mon cher Nicolas, on se dit à bientôt, peut-être de manière différente de toute façon, même en off de toute façon. Je crois. La vie ne se résume pas aux vidéos YouTube, heureusement. Exactement.
Kiyoshi Kurosawa pourrait faire aussi un film sur les vidéos YouTube, peut-être. Ça serait pas inintéressant de sa part, ça. Un film sur le ciné-game français. Non, je plaisante. Mais bon, je pense que tôt ou tard, il y aura d'autres discussions, peut-être plus centrées sur tes créations, et ça sera encore plus passionnant, parce que toi, tu as parlé de point de vue à un moment. Là, on sait d'où il vient le point de vue de tes œuvres, elles sont ancrées en toi. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que en off, avec un collègue, camarade Fornica, on disait que tu faisais autre chose que du cinéma, presque. C'est presque ça. Voilà. C'est un peu l'envie. C'est ça. Créer son propre médium aussi. Mais peut-être que justement, avec l'avenir et tout, avec les possibilités technologiques, il n'y aura pas que des mauvaises choses. Voilà, peut-être que sur la création, on aura aussi des bonnes choses. Mais on en reparlera, tout ça. On salue l'ami Pam aussi, au passage. Je ne sais pas pourquoi, je pensais à lui à ce moment-là. Et, je sais de quoi tu parles, oui. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est passionnant. Tant que les créateurs ont derrière le dernier mot, je pense qu'on s'en sortira toujours, hein, sur les innovations. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on finit la parenthèse, on parlait un peu de l'intelligence artificielle et tout, Kiyoshi Kurosawa, il pourrait faire quelque chose dessus. Il pourrait. Ah mais oui, mais bien, mais ça il lui irait très bien de toute façon, hein. Sachant qu'en plus, Kero n'a pas été pensé forcément comme un film anti-technologie, hein. C'était pas le but. Et Vera Setakul récemment a fait une œuvre qui sort un peu du médium cinématographique, qui utilise des nouvelles technologies, enfin une autre approche. Donc finalement, on y est. Ah mais un jour, il faudrait qu'on puisse en discuter, parce que ça, c'est quand même un truc aussi assez incroyable. J'espère que je pourrais le visionner d'une manière ou d'une autre, mais c'est une expérience tellement particulière. Est-ce qu'elle serait bonne en salle, l'expérience? C'est un vrai débat, ça. Je ne sais pas, je sais même pas à quoi ça ressemble. De ce que j'ai vu, j'ai du mal à me projeter. Casque de réalité virtuelle, je pense, pour le voir. Oui, et puis pas que, parce que c'est très particulier. Il y a une mise en place très particulière dans ce. C'est pas que le casque VR qui joue. D'accord. Bon, mais ça, espérons qu'un jour, ce sera disponible d'une manière, j'allais dire démocratique, enfin, au sens large. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Allez voir la chaîne donc, de Nicolas, où il y a toutes tes créations, elles y sont toujours. De la première, parce que tu avais commencé avec Natura, hein, parler de ça. Rappelle-toi. C'était connu là-dessus, d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. Ça fait 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans. Un peu plus de 6 ans, même, maintenant. Et oui, le temps passe si vite. Et le temps. Mais en tout cas, le temps, il est à vous. Il est à notre disposition. Et n'hésitez pas à réagir et à visionner les métrages de Nicolas. Et bientôt, on parlera de tes films, de toute façon. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.